Bonjour, voici le cours sur la récupération d'énergie dans les centrales de traitement d'air. Nous avons vu ensemble que les centrales de traitement d'air avaient la possibilité de traiter soit intégralement ou en partie l'air neuf à destination des locaux et que cet air neuf va être vicié par les occupants des locaux qui vont dégager du CO2, de la vapeur d'eau, des odeurs. Cet air vicié doit être repris du local pour être rejeté à l'extérieur. Le problème, c'est que on a dépensé de l'énergie avec les appareils qui sont dans la centrale de traitement d'air, comme une batterie chaude en hiver, une batterie froide en été. On peut avoir aussi dépensé de l'énergie dans le local parce que en plus, dans le local, on a d'autres appareils comme des radiateurs, comme des split systems qui sont placés dans chaque bureau du grand local. Et que ce soit en été ou en hiver, l'air qui est repris, qui est sale, si on le rejette intégralement à l'extérieur, on va jeter de l'énergie dehors et surtout de l'argent. On va jeter de l'argent qu'on a dépensé à un moment donné. C'est pourquoi on met en place des récupérateurs d'énergie comme cet échangeur à plaques. On a déjà vu ensemble les échangeurs à plaques, notamment dans le cours d'échangeurs à plaques et sur le TP VMC double flux où vous avez un récupérateur d'énergie de type échangeur à plaques. Voici un exemple en été à 14 heures sur la côte d'Azur. Il fait 35 degrés Celsius à l'extérieur. On veut maintenir le local à 20 degrés Celsius. On prend l'air neuf à 35 degrés Celsius. On le fait passer sur l'échangeur à plaques. Et en même temps, on prend de l'air vicié, l'air vicié, c'est de l'air repris qui est à 20 degrés Celsius. On le fait passer sur l'échangeur à plaques. Et du coup, alors les fluides ne se mélangent pas du tout, ils vont se croiser. Et l'air neuf qui est à 35 degrés Celsius va se rafraîchir. L'air repris, qui est à 20 degrés Celsius, lui va se réchauffer. On passe donc, alors ce sont des hypothèses de température, c'est fictif, 35 degrés Celsius à l'extérieur, en été à 14 heures, et grâce à l'échangeur de chaleur qui est ici, on abaisse cette température à 31 degrés Celsius. Du coup, la centrale de traitement d'air qui est ici aura moins d'énergie à fournir pour refroidir l'air de 31 degrés Celsius jusqu'à la température de soufflage, ici, qui est définie à 18 degrés Celsius. Alors, en effet, pour maintenir un local à 20 degrés Celsius, il faut souffler à une température inférieure. Là, j'en parlerai plus tard, et on en a parlé sur le TP de la VMC double flux, on a le registre de bypass, ici, qui est actuellement fermé. Voilà, donc l'air neuf passe par l'échangeur, il ne peut pas passer par le bypass. Donc là, on voit tout l'intérêt de l'échangeur à plaques, c'est ce que j'expliquais juste à l'instant. On pré-rafraîchit l'air neuf qui est chaud en été. En hiver, ici, il fait 2 degrés Celsius à l'extérieur. On veut maintenir le local à 20 degrés Celsius. Pour cela, cet air qui est à 2 degrés Celsius, il va falloir le chauffer jusqu'à 23 degrés Celsius. En passant par l'échangeur à plaques qui est ici, on arrive à préchauffer l'air de 2 degrés Celsius à 6 degrés Celsius. Ensuite, la CTA n'a plus qu'à, entre guillemets, chauffer l'air de 6 degrés Celsius jusqu'à 23 degrés Celsius. Dans ce cas-ci, le registre de bypass est toujours fermé, on est en hiver. Donc on voit bien l'intérêt de l'installation d'un récupérateur d'énergie sur cette centrale double flux. Au niveau de la régulation,
En hiver, on a une problématique qui est, si la température extérieure est négative, on a un risque de, condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air repris, qui va se condenser au contact, de l'échangeur qui, 1 plaque sur 2 est à -10 °C. La vapeur d'eau va se condenser et surtout, comme on a une température qui est négative, on va avoir apparition, de gel. Donc à certains moments lors de la saison de chauffe en hiver, si la température extérieure est trop froide et notamment négative, on risque d'avoir, apparition de condensats et de givre qui vont, détériorer, le givre va détériorer l'échangeur à plaques. En mi-saison et en été, il y a des périodes, dans la journée qui, ne sont pas propices à la récupération d'énergie. Exemple, en été à 3 heures du matin sur la Côte d'Azur, donc vous êtes en bord de mer et il fait 13 °C à l'extérieur et oui, à 3-4 heures du matin, en bord de mer, il fait pas très, 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 très chaud, donc si on est en short et en t-shirt, on se rend compte que, c'est un peu frais. On veut toujours maintenir le local à 20 °C. Les 13 °C extérieurs, l'air qui est à 13 °C extérieur passe sur l'échangeur et on a toujours 20 °C qui passent de l'autre côté. On se rend compte que, notre récupérateur d'énergie, il fait son boulot, il récupère l'énergie et il va réchauffer l'air qui est frais à l'extérieur. En plus, la centrale de traitement d'air, si on ne lui dit pas: «Hey, nous sommes la nuit, tu n'as pas forcément besoin de souffler à 18 °C pour maintenir 20 °C. Tu pourrais, souffler à 13 °C puisque tu as à disposition à l'extérieur et ceci gratuitement parce qu'il est 3 heures du matin sur la Côte d'Azur, de l'air frais, l'air neuf à 13 °C. Là, si la centrale de traitement d'air, la régulation lui demande toujours de souffler à 18 °C, on est passé sur le récupérateur d'énergie, on a réchauffé l'air frais et la centrale de traitement d'air, ici à l'intérieur, la batterie chaude, donc alors qu'on est en été, va se mettre en route pour chauffer jusqu'à 18 °C. On est toujours dans le cas où le bypass il est fermé. Là, on se rend compte que le récupérateur d'énergie, s'il n'y a pas de régulation qui est mise en place, eh bien, l'économie d'énergie qu'on va réaliser à certains moments de la journée pour chaque saison, eh bien, il y a d'autres moments dans la journée où, on va pas réaliser d'économie d'énergie. Au contraire, on va, comme dans ce cas-ci, réchauffer l'air qui est frais à l'extérieur grâce à l'échangeur qui est ici, l'échangeur à plaques, plus la CTA qui, va se mettre en mode chauffage. Alors, exemple, on était à 3 heures du matin sur la Côte d'Azur en mode free cooling. Alors là, cette fois-ci, il y a une régulation qui est mise en place au niveau du registre. On va comparer la température extérieure et la température intérieure et le programme que l'on a mis dans le régulateur va dire, là, tout de suite, là maintenant, il n'est plus intéressant de passer par la récupération d'énergie et en plus, la CTA, il va falloir l'arrêter. Le registre qui est ici, on va l'ouvrir. Donc on l'ouvre à 100%. L'air qui arrive, il est comme nous, il est feignant. Si c'est plus facile de passer par ici, au lieu de passer par l'échangeur à plaques où il y aura plus de perte de charge que pour passer dans le bypass, eh bien, l'air va passer dans le bypass. L'air neuf ne va plus passer par le récupérateur d'énergie. On va donc avoir à la sortie du récupérateur d'énergie, la température extérieure, 13 °C. La CTA, on lui dit: «Hey, nous sommes en free cooling, tu ne chauffes pas l'air jusqu'à, les 18 °C qu'on avait tout à l'heure, avec une régulation normale.
Tu vas souffler à 13 degrés Celsius. C'est pas grave si c'est frais, il est 3 heures du matin, les locaux sont vides, personne ne va se plaindre parce que l'air qui est soufflé est très froid. Ce qui va se passer, c'est que, alors bien sûr, la température ambiante du local va diminuer, mais il est 3 heures du matin, il n'y a personne dans le local. On va abaisser la température du local tôt le matin pour, lorsqu'on est en été, avoir des locaux qui sont bien frais le matin lorsque le personnel, par exemple, des bureaux va arriver. Ils seront justement ravis d'avoir des locaux bien frais lorsqu'ils vont arriver. Et dans la matinée, de toute façon, le soleil en été va vite faire remonter la température dans les locaux. Et ensuite, on remettra en route la centrale de traitement d'air en mode normal et pas en free cooling. Et on fermera à nouveau le bypass. Ensuite, le bilan des énergies en jeu. On est en hiver. Je vous ai représenté l'échangeur de chaleur ici. Et vous avez le fluide 1, qui est le fluide froid et qui correspond à l'air neuf, qui va passer par le point A, passe dans l'échangeur, et il sort de l'échangeur par le point B. Et là, on va le définir comme étant cet air, c'est de l'air soufflé. L'air repris, c'est le fluide chaud. Je l'ai appelé fluide 2. Il revient du local par le point C, il passe dans l'échangeur et il sort du récupérateur d'énergie par le point D. Et là, on a un air qu'on va appeler, qu'on va définir comme étant de l'air rejeté. On va supposer que l'échangeur thermique est isolé thermiquement à 100%. Il a une isolation qui est parfaite et les fluides qui passent dans l'échangeur n'échangent pas d'énergie avec le milieu extérieur de l'échangeur. L'intégralité de l'énergie qui est perdue par le fluide chaud va être transmise intégralement au fluide froid. On peut donc écrire que la puissance perdue par le fluide chaud est égale à la puissance gagnée par le fluide froid. P1 égale P2. D'après mon schéma de principe ici, la puissance du fluide 1 est égale à la puissance du fluide 2. On a vu ensemble que pour calculer une puissance sur l'air, on utilisait le débit massique du fluide, donc l'air, fois la variation d'enthalpie entre l'enthalpie finale et l'enthalpie initiale. Donc là, mon fluide passe de A à B, donc je fais B moins A. Et ici, mon fluide il passe de C à D. Donc là, je ne fais pas D moins C. Je fais C moins D pour avoir quelque chose de positif des deux côtés. Je vais avoir une puissance positive des deux côtés. Donc j'inverse les bornes sur mon fluide chaud, pardon, je fais HC moins HD et pas HD moins HC. Donc la variation d'enthalpie 1, c'est HB moins HA, la variation d'enthalpie 2, c'est HC moins HD. Du coup, la variation d'enthalpie sur le fluide 1 est égale au rapport des débits massiques, 2 sur 1, fois la variation de l'enthalpie 2. Nota, je vous rappelle que QMAS, ça veut dire débit massique d'air sec. Et c'est exprimé en kilogrammes par seconde. Imaginons, et ça arrive fréquemment, qu'est-ce qui va se passer si le débit massique du fluide 1 est égal au débit massique du fluide 2? Alors oui, en effet, de ce côté-là, vous avez le local, et ce local, si vous ne voulez pas le mettre en dépression ou en surpression, c'est-à-dire avoir une différence entre l'air soufflé dans le local au niveau du débit massique et
de l'air repris dans le local, si vous n'avez pas de différence, ce qui rentre est égal à ce qui sort, le local ne va pas se mettre en surpression ou en dépression, hein. Donc bien souvent, c'est le cas. On a le même débit massique pour le fluide 1 et pour le fluide 2, où on a à peu près la même valeur, et on se rend compte que qu'est-ce qui reste dans l'équation? Il reste que les variations d'enthalpie. La variation d'enthalpie du fluide 1 est égale à la variation d'enthalpie du fluide 2. Évolution de la température des fluides dans l'échangeur à contre-courant. Donc là, je vais juste développer les échangeurs à contre-courant. On a déjà vu ça dans les préparations de TP de la série 2. Je vous laisserai aller voir dans les mémothèques génie énergétique ou dans votre préparation de TP2 les schémas pour les échangeurs à cocourant. Les échangeurs à contre-courant, on avait vu ensemble que c'était plus intéressant énergétiquement parlant parce que on avait des performances qui étaient plus importantes à cause du l'écart moyen logarithmique qu'on va voir plus loin. Voilà, qu'on va voir plus loin ici, qui, lorsqu'on est à contre-courant, est supérieur, hein, la valeur numérique est supérieure à un échangeur qui est à cocourant. Voilà. Donc j'en viens ici. Voilà, ici, vous avez la représentation d'un échangeur à contre-courant avec l'emplacement de, par exemple, TCE, hein, c'est la température du fluide chaud à l'entrée de l'échangeur, et TCS, c'est la température du fluide chaud à la sortie de l'échangeur. TFS, c'est la température du fluide froid à la sortie de l'échangeur. Donc F pour froid et C pour chaud. Là, ici, vous avez l'évolution de la température des deux fluides dans l'échangeur à contre-courant. Le fluide chaud se refroidit, le fluide froid se réchauffe, et on est toujours sur l'hypothèse que l'intégralité de l'énergie qui est perdue par le fluide chaud est transmise uniquement au fluide froid. Alors, là, je fais une petite remarque. Là, ici, c'est vrai qu'il est marqué T avec un T majuscule. Normalement, ça désigne la température en Kelvin. Un grand T, c'est la température en Kelvin. Nous, en France, hein, on parle encore et toujours avec des degrés Celsius. Donc le symbole, c'est normalement θ et l'unité de degrés Celsius. Qu'on travaille avec l'une ou l'autre unité, c'est exactement la même chose parce que ce qui va nous intéresser, nous, c'est la différence de température entre l'entrée et la sortie, et qu'on soit en degrés Celsius ou en Kelvin, on aura la même différence. En effet, si on avance d'un degré Celsius, on avance aussi d'un Kelvin. Là, on part... là, oui, quand on a de l'air comme fluide, si le refroidissement du fluide chaud dans le récupérateur d'énergie se fait sans variation de la teneur en eau R, ça veut dire qu'il n'y a pas de condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air chaud lorsqu'on est en hiver. On a un échange de chaleur uniquement de type sensible. Il n'y a pas de chaleur latente, il n'y a pas de changement d'état de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air repris. Démonstration en lien avec le schéma de principe de la page 2 que je vous remets ici de toute façon. Je vous donne des conditions de température et de teneur en eau pour les 4 points A, B, C, D. Et je vous demande de bien vouloir essayer de tracer les évolutions d'air des fluides chauds et froids sur un diagramme de l'air humide.